Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de joindre ce webinaire. C'est vraiment un plaisir de faciliter cette discussion aujourd'hui. Mon nom, c'est Javier Aguilar Molina. Je suis le conseiller de protection de l'enfance basé à Amman, en Jordanie, et je couvre la région du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. Je suis spécialement content parce que je vois pas mal de noms d'activistes, défenseurs des droits de l'enfant que nous connaissons depuis au moins 20 ans. Et ceci montre votre intérêt et votre engagement permanent envers les enfants. Et nous sommes en collaboration avec notre bureau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous sommes en train d'organiser ce webinaire qui a déjà été facilité en langue anglaise. Et nous avons pensé aussi que beaucoup de choses se passent dans les pays francophones et nous voulons partager notre expérience, apprendre les uns des autres. Ceci est fait en collaboration avec l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille. Énormément d'expérience au niveau global dans notre région, en Afrique de l'Ouest et centrale. Aujourd'hui, nous allons discuter avec nos panélistes à propos de la libération des enfants dans le contexte de Covid-19. Et l'objectif est très simple. Nous voulons comprendre quelle a été l'expérience des pays jusqu'à présent pour prévenir la détention des enfants dans le contexte actuel, mais aussi voir qu'est-ce qui peut être fait dans la libération des enfants quand cela est pertinent dans l'intérieur supérieur des enfants. Nous voulons soulever, avant d'entrer dans l'important du sujet, c'est qu'il y a beaucoup de choses en jeu pour les enfants dans le contexte du Covid-19. Au tout début, première idée, c'est qu'il a été présenté que le Covid-19 était avant tout un problème de santé publique, ce qui reste vrai. Mais nous savons bien, nous qui travaillons pour la cause des enfants, nous savons bien que l'impact du virus est multidimensionnel. Et nous devons être présents en tant qu'acteurs de la protection de l'enfance, ceux qui travaillons pour la justice des enfants, à veiller à ce que les enfants soient pris en compte où qu'ils soient. Et numéro 2 des enjeux, c'est que dans des conditions actuelles, il est impératif que les enfants ne deviennent pas invisibles. Nous connaissons à travers les crises du XXe siècle et du début du XXIe siècle que les enfants les plus vulnérables deviennent de plus en plus invisibles en situation de crise. Le troisième, c'est qu'il est important que tous les acteurs sociaux venant à l'appui du système judiciaire, des procureurs, de la police, à résoudre le problème des enfants, c'est au-delà des magistrats. Nous devons participer tous à notre niveau. Et puis aussi saisir l'opportunité pour des réformes. Beaucoup de choses ont avancé ces 2 derniers mois, je dirais pas par accident, mais utilisons les opportunités du Covid-19 pour veiller à l'intérieur supérieur de l'enfant. Nous voulons aussi nous assurer que ce que nous allons discuter sera tout centré sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'y a pas de solution simple. Nous allons discuter les nuances des difficultés de la libération des enfants, quelles sont les alternatives. Et puis, on ne peut pas dire qu'il y a un tableau blanc et noir. Nous devons chercher à ce qui est le meilleur pour les enfants dans leur propre contexte. Et quelques points pratiques sur ce webinaire. Au tout début, nous allons avoir une série de questions présentées à nos panélistes. Et bientôt, je vais les introduire, vous les présenter. Et puis, ça va durer environ 1 heure. Nous veillerons à ce qu'on garde au moins 20 minutes à la fin de notre webinaire pour avoir des questions. Mais je vous encourage à utiliser la boîte à messages pour vraiment commencer à poser vos questions. Nous allons essayer que, dans la mesure du possible, toutes vos questions auront une réponse. Et si elles ne l'ont pas, nous allons faire le suivi après ce webinaire. Et ce webinaire va être enregistré et disponible. Nous allons préparer aussi quelques petits rapports sur les points saillants pendant la discussion. Et sans perdre de temps, je voudrais vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Nous avons vraiment des gens absolument engagés avec une grande expérience dans leur pays au niveau international. Et nous comptons vraiment les écouter et puis apprendre de la richesse de leur expérience. J'ai le plaisir de vous présenter d'abord Madame Anne-Catherine Hatt, de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille, procureure en affaires juvéniles en Suisse, ayant travaillé dans ce domaine depuis plus de 20 ans. En 2003,
Madame Hatt a aussi travaillé auprès du tribunal pénal de Sierra Leone sur les questions des enfants associés aux groupes armés. Madame Hatt, vraiment un plaisir de vous voir dans ce webinaire. J'ai aussi le plaisir de vous présenter Madame Soumaya Serghini, qui est juge des mineurs au sein du tribunal pénal de première instance de Casablanca, au Maroc, et ex-présidente de la chambre délictueuse d'appel des mineurs au sein de ce même tribunal. Madame Soumaya, vraiment un plaisir de vous voir. Et nous avons aussi Monsieur Adrien Bossio, magistrat de carrière exerçant présentement les fonctions de président du tribunal pour enfants dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et finalement, nous avons Monsieur Laurent Gebler, président du tribunal pour enfants à Bordeaux, en France, et président de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Vraiment un plaisir de vous voir dans ce webinaire. Également, depuis Dakar, nous avons notre conseiller régional de la protection à l'enfance, Andrew Brooks, notre collègue qui a été aussi dans toutes nos aventures pour la protection des enfants depuis bien des années. Bonjour à toi, Andy. Nous allons maintenant procéder à la première série de questions. Et ceux-ci seront adressés à Madame Serghini, Monsieur Mondio, à Monsieur Gebler. Et ceci va nous prendre environ 20 minutes. Je vous demande aux panélistes, vous avez beaucoup à dire. Nous voulons apprendre de votre expérience, mais nous espérons que nous allons pouvoir garder le temps pour avoir plus de temps pour l'échange. Est-ce que vous pouvez décrire brièvement les mesures prises par votre pays pour libérer les enfants en détention en réponse au COVID-19? Quelles sont les procédures qui ont été appliquées et quelles considérations ont été prises en compte pour la libération et la réunification des enfants? Nous voulons aussi savoir comment conciliez-vous la libération de ces enfants avec les risques de sécurité, qu'ils soient réels ou dans la perception de l'opinion publique. Donc, je passe la parole à nos panélistes. Madame Serghini, si vous voulez commencer. Oui, avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Très bien. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Ravi d'être parmi vous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'UNICEF et l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille de nous avoir donné cette opportunité afin de discuter un aussi important sujet qui est la libération des enfants privés de liberté durant la pandémie COVID-19. Afin de répondre à votre question, Monsieur Javier, c'est que compte tenu de la pandémie répandue dans le monde entier, le Maroc est l'un des pays qui ont ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et qui stipule dans son article 24 que les enfants ont droit au niveau de santé le plus élevé parce que les enfants privés de liberté sont plus vulnérables à la contamination. Cependant, nous sommes dans l'obligation de prendre soin de ces enfants durant cette pandémie et qu'ils soient passés dans des centres de correction et de discipline ou dans les centres de protection de l'enfance. Et par conséquent, il a fallu appliquer des procédures et des mesures ayant pour but de libérer les enfants en détention durant cette pandémie et qui sont déjà stipulées par le droit pénal marocain, mais qu'elles sont mises en œuvre et appliquées grâce aux circulaires émanant de Monsieur le Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le Président du parquet, et qui ont insisté sur la libération des mineurs détenus dans tout le royaume. Plus tard, je vais partager avec vous les circulaires traduits en langue française. Ainsi, les juges de mineurs du tribunal pénal de première instance de Casablanca et suivant l'approche de tous les tribunaux du Royaume du Maroc, ont pris une série de mesures alternatives pour préserver la vie et la santé des enfants. Et que je vais entamer sur deux volets, à savoir les mesures alternatives prises par le Maroc, outre que la détention des mineurs avant la pandémie du Covid-19, et en deuxième lieu, les mesures et procédures prises par le Maroc durant la pandémie Covid-19. Je vais commencer avec les mesures et alternatives prises par le Maroc, outre que la détention des mineurs avant la pandémie Covid-19.
Bien évidemment, avant la pandémie du Covid-19 et selon le Code de procédure pénale marocain, le juge de mineurs possède différentes sortes de mesures et de sanctions, outre que la détention, et ceci dans le respect des conventions dont le Maroc a ratifié en la matière. On trouve par exemple la répression, la remise de l'enfant à son parent tuteur, kafil ou personne qui en a la garde ou une personne digne de confiance, ceci selon l'article 471 du Code de procédure pénale. Le système de la liberté surveillée, selon l'article 496 jusqu'à l'article 500 du Code de procédure pénale, des mesures de placement dans des établissements qualifiés ou pour faire face à la délinquance juvénile, exemple les centres de désintoxication, ou à une formation professionnelle ou une association d'utilité publique, exemple l'association Beiti ici au Maroc, c'est l'association Beiti, que généralement on fait appel à elle, selon l'article 481 du Code de procédure pénale. Et toutes ces mesures, c'est afin de préserver leur dignité et pour le bien-être de l'enfant. Maintenant, je vais passer aux mesures et procédures prises par le Maroc durant la pandémie du Covid-19. En tant que juge de mineurs et en répondant aux cas spécifiques des enfants en détention durant cette période et dans l'intérêt majeur surtout du mineur, et suivant les circulaires précitées, nous avons procédé à la libération de la quasi-majorité des enfants détenus et qui relèvent de notre juridiction de première instance de Casablanca. D'une manière permanente pour les dossiers jugés et qui n'ont pas fait recours à l'appel, ou bien les dossiers dont le jugement est la remise au tuteur. Et d'une manière provisoire pour les dossiers où le mineur est en détention provisoire, où il n'y a pas eu encore de sentence. Ainsi, nous examinons le dossier s'il y a une raison de changer la mesure ou non. Soit le juge de mineur prend la décision automatiquement, soit à la demande du procureur après l'écoulement des 14 jours, la période de quarantaine. Et la plupart des décisions de changement de mesure ont été prises sous le régime de la liberté surveillée. Et il peut s'agir du centre de correction et de discipline, on ne l'appelle pas une prison, ou bien des centres de protection de l'enfance. Je vais commencer avec le centre de correction et de discipline afin de vous donner une petite idée concernant les démarches qu'on a suivies. Prenons l'exemple de ce centre de correction et de discipline ici à Casablanca. On prend en considération la nature de l'infraction pour laquelle le mineur a été condamné et son état de santé. Les juges de mineurs, et directement après l'envoi du circulaire de Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, incitant ainsi au changement de mesure vis-à-vis des mineurs détenus durant la pandémie du Covid-19. Tous les juges de mineurs et en coordination avec le directeur du centre de correction et de discipline ont pris les décisions de changement des mesures à l'égard des menus détenus en les libérant depuis notre bureau en l'absence du mineur lui-même ou du tuteur. On a 80% des mineurs détenus pour délit ont été remis à leurs parents ou tuteurs légaux en coordination avec le directeur du centre de correction et de discipline, après avoir appelé le tuteur pour venir chercher son enfant au centre. Donc, ça se passe au niveau du centre. On ne passe pas par la cour ou bien le tribunal. Et dans la libération et provisoire, le dossier a été reporté après la quarantaine imposée par le gouvernement marocain. Mais maintenant, la plupart des mineurs qui sont en détention ont commis des crimes. Mais pour les délits les plus graves, ils ne dépassent pas 1%, je vous dis 1% du nombre des mineurs en détention. Et les juges de mineurs sont en contact permanent avec le directeur du centre de correction et de discipline pour savoir le nombre d'infections par le virus au sein de ce centre. Et ultérieurement, je vais partager avec vous des statistiques. Oui. Parfait, Madame Sabine. Ça, c'est déjà une très bonne introduction au sujet. Nous espérons recevoir aussi beaucoup de plus de détails sur le excellent travail que vous avez fait au Maroc. On va y revenir avec plus de questions. Ne vous en faites pas, je vous promets, il y aura plus de temps pour aller plus en profondeur. Merci beaucoup. Si nous pouvons donner la parole à Monsieur Mondiu de la République démocratique du Congo.
Oui, alors bonjour à tout le monde. C'est avec plaisir que je participe à ce webinaire. En République démocratique du Congo, juste après avoir décrété l'état d'urgence par les chefs de l'État, le gouvernement de la République, par le biais du ministre en charge de la justice, avait instruit tous les cours des tribunaux ainsi que parquets à prendre des mesures à pouvoir décongestionner les milieux carcéraux, en ce compris les tribunaux pour enfants. Et c'est à ce moment-là qu'à notre niveau spécifique le tribunal pour enfants, nous avons saisi cette opportunité et ensemble avec notre partenaire UNICEF, nous nous sommes mis ensemble pour réfléchir les mesures. Et cela faisait suite aussi de décisions qui venaient d'être annoncées par le premier président de la Cour de cassation. Et dans cette réflexion, nous les acteurs, nous avons pris d'abord les premières mesures, c'était de pouvoir apporter des mesures d'hygiène à des lieux de détention. On y a placé des seaux d'eau ainsi que des savons alcooliques. Et le directeur du centre de détention nous a dressé des listes des enfants. Et là, on a étudié au cas par cas, en distinguant d'une part les enfants qui avaient des parents, dont les familles étaient connues, et ceux qui n'en avaient pas. Pour les familles connues, on a mis en contribution les acteurs sociaux ainsi que les assistants sociaux qui ont été déployés dans les familles pour aller, n'est-ce pas, les convaincre de ce que nous voulons faire. D'autant plus qu'ici, on dérogeait aux mesures normales. On était dans un cas spécial où, dans les présidents normales, ce sont les parents qui venaient pour solliciter. Mais nous, on a pris, les présidents des tribunaux ont pris, n'est-ce pas, le devant pour envoyer ces assistants auprès de ses parents. Et au cas par cas examiné, on a pris les cas pour les manquements un peu bénins et nous avons immédiatement pris les mesures et on a révisé les mesures de détention et les enfants étaient remis à leurs parents. Ah, par contre, pour les enfants, pour les manquements bénins, qui n'ont pas de parents, qui sont plus nombreux du reste, avec l'UNICEF, on s'est imaginé de mettre en place des centres comme des lieux de détention alternative. On en a créé 2 et là, on a révisité les mesures et les enfants y étaient placés. Quant à la procédure, comme je venais de le dire, elle était pratiquement spéciale, d'autant plus qu'on n'a pas suivi ce qui devait être fait, mais on a plus privilégié l'intérêt des enfants. Alors, en cela, il s'est posé un problème, en fait, de la poursuite par rapport aux victimes. Les victimes, dans l'opinion, pour beaucoup n'ont pas salué cela, parce qu'il y fallait peut-être qu'ils soient désintéressés. Parce que, comme vous le savez, lorsqu'il y a un manquement, ça peut être un point de blessure, il y a eu des blessures, mais ils apprennent que l'enfant a été libéré et leur compte, ils n'ont pas trouvé. Donc, ça, c'était un problème réel, un défi. Et comment faire à ce que cette justice demeure juste par rapport à la vision de ces victimes. Quant à la considération au risque, il faut dire que toutes les mesures étaient prises. Même les enfants qui étaient libérés, ils étaient conduits par les assistants sociaux et amenés à leur famille, d'où les mesures adéquates par rapport à la pandémie ont suivi leur exécution. Voilà un peu de façon résumée ma réponse à cette première question. Merci, Monsieur Mondiaux. Ceci est très précis. Et nous voulons aussi vous encourager à continuer à poser vos questions et commentaires dans la boîte à messages. Ça va nous permettre d'avancer dans notre discussion aujourd'hui. Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur Gebler. Oui, bonjour. Alors, un petit état des lieux en France par rapport à l'incarcération des mineurs. Il y avait en France, au 1er janvier dernier, il y avait 816 mineurs en prison. Sachant, je ne compte pas, je
je dis en prison classique, c'est-à-dire soit dans des quartiers mineurs des maisons d'arrêt, quartiers spécialisés pour mineurs, soit dans l'un des 6 établissements pénitentiaires pour mineurs, donc spécialisés pour mineurs que nous avons en France. Je n'y inclus pas donc les centres éducatifs fermés, qui ne sont pas d'ailleurs, sont des centres éducatifs qui ne sont pas tout à fait complètement fermés. Donc on est à 816 au 1er janvier et au 30 avril, on est descendu à 680. Donc, il y a eu une diminution, alors qu'on était en période plutôt d'augmentation de l'incarcération des mineurs. On a eu une diminution de cette incarcération. Il faut savoir également qu'en France, une des particularités, c'est que 80% des mineurs en prison le sont avant jugement. C'est une particularité. D'ailleurs, c'est exactement l'inverse des chiffres concernant les majeurs, puisque pour les majeurs, on a à peu près 20% de prévenus et 80% de condamnés. En France, c'est l'inverse. Et souvent pour des courtes périodes de quelques mois d'incarcération. Alors, un certain nombre d'autres particularités également, je crois, qui est à souligner, qui est relativement récente en France, c'est que environ 25% des mineurs incarcérés en France aujourd'hui sont des mineurs étrangers dits non accompagnés, qui sont donc des jeunes qui, par définition, n'ont pas de famille en France. On a une augmentation spectaculaire en France de ce phénomène des mineurs non accompagnés, donc auteurs d'infractions. Alors, les mesures qui ont été prises, l'idée était, donc, un certain nombre de quartiers mineurs étaient déjà très remplis, d'autres beaucoup moins. Donc, une attention particulière a été portée sur les quartiers mineurs qui étaient les plus en tension. Pour cela, ça n'a pas été forcément simple parce que, comme je vous le disais, donc, plus des 3/4 d'entre eux sont en détention provisoire, donc dans l'attente du jugement. Donc, la décision devait nécessairement venir soit du juge des enfants, soit du juge d'instruction qui avait décidé donc l'incarcération du mineur. Donc, les situations ont pu être réexaminées. Un certain nombre d'entre eux, un nombre quand même relativement limité, ont été libérés. Pour d'autres, on a plutôt privilégié souvent l'accélération de leur jugement. Notamment avec, on y reviendra je pense, mais avec le développement, la loi qui a permis donc d'utiliser la visioconférence pour le jugement des mineurs, ce qui n'était pas prévu avant. Donc, un certain nombre d'entre eux donc, ont été jugés de façon, on a anticipé en quelque sorte le jugement qui devait intervenir quelques mois plus tard. Certains ont été directement libérés par les magistrats instructeurs. Et les autres, ceux qui étaient condamnés, donc ont pu, pour un certain nombre d'entre eux, je dirais qu'on leur a appliqué de façon très large ce qu'on appelle les réductions de peine supplémentaires. Puisque le principe, c'est qu'une personne incarcérée a droit à un quota, en quelque sorte, de réduction de peine, qui est de l'ordre d'une semaine par mois à peu près, lorsqu'il n'y a pas de difficulté particulière, lorsqu'il se comporte normalement en détention. Il est également possible d'accorder des remises de peine supplémentaires pour des personnes, mineures ou majeures, qui ont manifesté des efforts particuliers de réinsertion. Alors, je dirais qu'il y a eu une interprétation très large de ce texte qui fait que beaucoup de juges des enfants, beaucoup de juges d'application des peines également pour les majeurs, ont ainsi donc permis la libération d'un certain nombre de personnes. Alors, cette diminution, vous voyez, de 816 à 680, elle est réelle, elle n'est pas considérable non plus, mais elle est aussi beaucoup liée à la diminution conséquente du nombre d'entrées en détention. Parce que la particularité de la période, justement, a été une chute spectaculaire de la délinquance, et notamment de la délinquance des mineurs, qui est quand même très orientée en plus autour des sorties de boîtes de nuit, des établissements, des bistrots, de ce genre d'établissements, qui fait que comme ils étaient tous fermés de toute façon, on a eu beaucoup moins de délinquance. Le nombre de déferments, pour vous donner une idée, au tribunal
tribunal pour enfants de Bordeaux. On était à une quinzaine de déferrements de mineurs par semaine. On est tombé péniblement à 1 par semaine en moyenne. Donc forcément, un certain nombre de sorties, peu d'entrées, font que les quartiers mineurs des maisons d'arrêt et les établissements pénitentiaires pour mineurs se sont trouvés dans des situations, je dirais, plus confortables pour pouvoir gérer cette période de crise sanitaire. Merci beaucoup, Monsieur Gebler. On a eu 3 exemples très intéressants et différents à partir de la France, du Maroc, la République démocratique du Congo. Je vous remercie aussi pour respecter le temps. Ça va nous donner plus d'espace pour des questions. Et j'encourage les panélistes à regarder le nombre de questions très intéressantes qui sont en train d'apparaître déjà dans la boîte à messages. Certaines sont vraiment des questions très précises pour les panélistes et d'autres plus générales que nous allons discuter vers la fin. Donc, je vous encourage à jeter un coup d'œil. Nous allons, merci à nos 3 premiers panélistes, nous allons maintenant passer à notre deuxième question. Et je voudrais demander cette fois-ci à Madame Hatt. La Suisse n'a pas procédé à la libération des enfants en détention. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, comment ceci s'est passé et est-ce que des mesures ont été prises par la Suisse pour limiter de nouvelles admissions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Aguilar. Bonjour, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de faire un bref commentaire sur le système suisse de justice pour mineurs. En Suisse, la plupart des crimes pour mineurs sont traités par le procureur. Il mène l'enquête, règle les cas à 90% par une ordonnance pénale et il surveille l'exécution des ordres. Le système de justice pour mineurs est un système dualiste où le procureur sanctionne le mineur qui a commis un crime, mais il peut également organiser des mesures de protection si l'enfant en a besoin. En forme de mesure, l'enfant peut être placé soit dans des institutions d'éducation ouvertes ou fermées, ce qui doit également être considéré comme une forme de privation de liberté. Moi, je le compte aussi dans ce cas. Si vous regardez les chiffres en 2019, sur une population de 1,7 million de mineurs en Suisse, 480 enfants étaient placés en prison ou dans un établissement, c'était à une certaine date de l'année dernière. Parmi eux, seulement 50 étaient en détention provisoire ou en prison, donc vraiment enfermés. Sur les 430 autres enfants qui ont été placés dans des établissements, 130 étaient dans des établissements fermés et 300 étaient dans des établissements ouverts. Donc, vous voyez que le nombre de détentions classiques est avec 50 très bas en Suisse. Pendant le temps de Corona en Suisse, le nombre de ces détentions était encore plus bas. Les procureurs des mineurs n'ordonneraient les détentions que pour des raisons de sécurité nationale. Cela pour des raisons de santé et le bien-être de l'enfant d'un côté, mais tout aussi des personnes qui doivent faire face à ce mineur, comme les policiers et les employés de centres de détention. Pendant le confinement, les tribunaux, les magistrats et les membres de la police travaillaient autant que possible à la maison. Cela voulait dire que les audiences avaient lieu seulement si cela était absolument important. Pour cette raison, il fallait postuler que les enquêtes et les procès dureront plus de temps. Donc, comparé à la France qui a accéléré les procès, chez nous, c'était probablement plutôt le contraire. En respect de cela, des détentions provisoires ont été ordonnées encore plus rares, donc pour ne pas risquer que des enfants soient tenus en prison plus longtemps que vraiment il fallait. Des privations de liberté qui étaient à exécuter, mais pas urgentes pour raison de sécurité nationale, n'ont pas été exécutées pendant le temps du confinement. La situation dans les facilités d'éducation était un peu différente. De nombreuses institutions n'ont pas accepté de nouvelles inscriptions pendant le confinement de Corona. D'autre part, ceux qui l'ont fait ont ressenti une grande demande, en particulier par les autorités de protection de l'enfance, pour les placements d'enfants qui ont souffert de violences dans leur famille pendant le confinement.
Je pense là surtout au fait que des familles se trouvaient tout d'un coup tous enfermés à la maison, des parents qui ont peut-être perdu leur emploi, le revenu futur n'étant plus garanti, etc. Tout cela a naturellement conduit à beaucoup de situations stressantes au sein de la famille. Donc, pour résumer la situation en Suisse, pendant le confinement de Covid-19, je peux dire qu'il y avait moins d'enfants privés de liberté comparé à une autre année. Merci beaucoup, Madame Hatt. Je suis sûr qu'il y aura aussi pas mal de questions qui sont en train de paraître maintenant. Nous allons maintenant procéder à la question numéro 3 avec Monsieur Mondillo, Gebler et Madame Serghini. Et puis la question c'est, pouvez-vous partager un exemple de pratique innovante que vous avez utilisée pour faciliter la libération des enfants et ou utilisation d'alternatives à la détention? Si nous pouvons commencer cette fois-ci peut-être avec Monsieur Mondio. Ok, merci. Effectivement, il y avait des pratiques innovantes, d'autant plus, comme je l'ai dit tantôt, on traitait ces matières de manière spéciale. Et par pratique innovante, c'est notamment le fait de nous-mêmes, ce sont les présidents des tribunaux qui prenaient l'initiative, alors que d'habitude, ce sont les parents qui viennent pour solliciter cela. Et qu'ensuite de cela, on a envoyé les assistants sociaux pour les enfants qui avaient des adresses pour aller chercher ces parents-là et les informer. Ça, ce n'est pas prévu. Mais c'est comme ça qu'on a réfléchi pour aller solutionner les problèmes. Et aussi, il y a eu la mise en place de ces alternatives à la détention avec les 2 centres créés. Donc, là, pour les enfants qui n'ont pas les adresses, on les faisait quitter les lits de détention et on les plaçait dans les centres là. Voilà un peu quelques exemples de pratiques innovantes à notre niveau. Très bien, merci Monsieur Mondio. Est-ce que Madame Serghini, vous pouvez procéder aussi? Oui, effectivement. Donc, répondant à cette question, c'est que le Maroc faisant face aux défis logistiques auxquels nous faisons face tous dans ce contexte de Covid-19, le Maroc a eu recours à des pratiques novatrices afin de faciliter la libération des enfants. Et on y trouve parmi elles les audiences à distance, qu'au début du confinement, nous examinions le dossier, s'il y avait une raison de changer la mesure ou non. Ben, soit le juge le prend automatiquement, soit à la demande du procureur après l'écoulement des 14 jours, la période de quarantaine, pour un délit qui est très grave, qui mérite d'être jugé. Lorsque les audiences ont commencé à distance, au moyen d'une communication à distance, au début, c'était très difficile parce qu'on n'y arrivait pas à accéder ou que le tuteur assiste au procès à distance. Mais récemment, et en coordination avec le directeur du centre, ou bien des centres tout entiers, que ce soit les centres de protection d'enfance ou les centres de correction et de discipline, le tuteur est notifié afin qu'il rejoigne la cour en plus d'un avocat pour le bon déroulement de l'audience. Donc, et l'enfant reste au centre via la visioconférence, l'audience, c'est ainsi qu'elle passe. Ayant toutes les garanties d'équité en procès qui sont prises, conformément aux exigences de la procédure, bien sûr, la procédure pénale et concernant les procès du mineur. Et deuxièmement, on a eu l'autorisation exceptionnelle de la remise des enfants mineurs. Les juges des mineurs ont permis au directeur des centres et via l'autorisation exceptionnelle de remettre les enfants à leurs tuteurs légaux sans y retourner devant la cour. Au début des changements de mesures, pour ceux dont les tuteurs, que ce soit non notifié ou qu'on a essayé de joindre et on n'a pas arrivé, c'est le directeur du centre qui remettait automatiquement l'enfant qui a bénéficié du changement de mesure à son tuteur. Mais après la première phase, c'est le directeur du centre qui formule une demande à la cour et c'est le juge de mineur qui approuve ou pas. Et merci.
Merci beaucoup, c'était très précis. Monsieur Gebler, vous avez déjà annoncé un peu la visioconférence et d'autres alternatives, d'autres innovations. À vous. Oui, disons que le recours à la justice à distance a été la principale innovation qu'on a connue pendant cette période, hein, pour les majeurs comme pour les mineurs. Donc, ce qui a permis d'accélérer un certain nombre de procédures, des demandes de mise en liberté, parce que, par exemple, une fois que le tribunal pour enfants est saisi dans la procédure française, toute demande de mise en liberté doit être décidée par le tribunal pour enfants, tant que l'affaire n'est pas jugée. Or, réunion du tribunal pour enfants, voilà, quelque chose de relativement lourd, faire venir le mineur. Déjà, même avant le Covid, on avait de gros problèmes, de plus en plus de problèmes pour l'extraction des mineurs depuis les maisons d'arrêt jusqu'au tribunal. Donc, le recours permis par la loi à la visioconférence a permis donc de donner beaucoup de souplesse, hein, et d'organiser notamment des audiences sur des demandes de remise en liberté qui ont été présentées par les avocats, et de permettre au tribunal de statuer de façon plus rapide. La loi a également permis d'ailleurs exceptionnellement au tribunal pour enfants de statuer avec la seule présence du juge des enfants, c'est-à-dire de se priver en quelque sorte de la présence des deux assesseurs qui sont chez nous, donc des non-professionnels qui viennent siéger habituellement au tribunal pour enfants. Alors, ce n'est pas forcément un progrès, mais en tout cas, c'était une disposition qui, je dirais, très pragmatique, hein, notamment dans des petites juridictions où on risquait de se heurter à des impossibilités de juger ou de statuer sur certaines affaires du fait parce que des assesseurs auraient été indisponibles ou atteints par le virus. Voilà, donc après toute la question, hein, qu'on se pose ensuite, c'est celle de la pérennisation finalement, hein, de ces mesures d'exception. Qu'est-ce qu'on garde pas, avec évidemment la tentation de poursuivre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a de grosses difficultés pour l'extraction des maisons d'arrêt. Un certain nombre de mineurs sont incarcérés assez loin du lieu de la juridiction, parfois à plusieurs centaines de kilomètres. On a eu énormément de procès qui étaient reportés parce que les escortes ne pouvaient plus accompagner les mineurs pour des problèmes d'effectifs ou autres. Il est évident qu'il y a une vraie tentation derrière de dire généralisons finalement ce jugement des mineurs à distance. Donc nous, en tant qu'association, on y est très, très vigilant sur ce point-là. Hein, parce qu'on considère que ce n'est pas forcément la meilleure façon de juger les mineurs, et que le présentiel reste extrêmement important pour nous, hein, que le mineur puisse comparaître en face de son juge. Je pense que la relation est quand même assez différente dans le cadre d'une visio que dans le cadre du présentiel. Et les avocats notamment tiennent à ce que le principe de la présence des mineurs à l'audience soit rappelé. Maintenant, vous savez, on a aussi, par exemple, on a des juridictions d'outre-mer, dans des pays d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique. Voilà, cet outil, je pense, doit pouvoir être conservé, mais doit être bien encadré pour éviter la tentation d'en faire une généralisation. Merci beaucoup, Monsieur Gebler. Nous allons procéder maintenant à la question numéro 4. Et puis, cette question s'adresse à vous tous, à vous 4. Et nous avons 10 petites minutes, donc je vais vous demander, jusqu'à présent, vous avez été fantastique, vraiment, respectant le temps. Et puis, la question, c'est, pouvez-vous donner des exemples où vous avez réussi, malgré les restrictions imposées par la réponse à la pandémie, à faire en sorte que les droits des enfants soient respectés en détention? Et aussi, si vous pouvez nous dire quelques catégories d'enfants, ça c'est vraiment très important au niveau global, et s'il y a quelques catégories d'enfants qui n'ont pas pu être libérés, et dans quel type de détention ces enfants se trouvent actuellement. C'est une longue question, je m'excuse. Et si on peut commencer avec Madame Hatt. Oui, donc
En Suisse, c'est comme ça que la détention provisoire, ce que j'avais dit avant, elle est très courte. Normalement, on parle de 2 jours au maximum. Donc, en détention provisoire, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Comme j'ai dit avant, nous l'avons vraiment tenu à un minimum absolu. Les enfants qui ont été placés dans des établissements ont bien sûr été touchés par les conséquences de la pandémie de Corona, parce que pour eux, ils devaient rester. Le confinement en Suisse a commencé peu avant les vacances de printemps. En conséquence, tous les week-ends à la maison et les vacances ont été annulés pour les enfants. Les visites de la famille et des amis n'étaient plus possibles. Et la première réaction de certains juvéniles était de s'enfuir carrément. Mais c'était assez intéressant parce qu'ils sont très vite rendus compte que en dehors des institutions, il n'y avait plus de vie sociale car tout était fermé. Et cela avait comme résultat qu'ils sont revenus d'eux-mêmes ou certains aussi ramenés par la police. En revenant de leur fuite, ils ont tous dû subir une auto-isolation de 5 jours. Par cet isolement strict, les enfants placés dans des institutions et qui étaient en outre appliquées de même pour les mineurs qui entraient en détention provisoire, leur vie quotidienne n'a pas beaucoup changé pendant le confinement. Une fois que ce temps d'auto-isolation avait passé, ils n'avaient pas beaucoup de restrictions. Les programmes d'éducation scolaire ou professionnelle dans l'institution pouvaient continuer comme d'habitude. Les mineurs étaient libres de se déplacer sur le complexe de l'institution. Et pour compenser le fait qu'ils n'avaient pas pu quitter les lieux, les institutions ont organisé beaucoup d'activités de récréation sur le terrain, des jeux, des soirées films et comme ça. Le contact avec leur famille ont été gardés par la possibilité de vidéocall et plus d'accès journalier au téléphone que d'habitude. Par contre, si une mise en liberté était déjà prévue en avance, tombait dans le temps du confinement, les mineurs étaient libérés comme prévu. Donc, personne n'a dû rester plus longtemps dans une détention que sans le confinement. Naturellement que le retour dans la famille ou une autre solution devait être bien organisé. Et pour préparer leur sortie et trouver une bonne solution pour le temps suivant, les mineurs avaient la possibilité de quitter l'établissement pour des entretiens d'embauche ou même de stage. Après de telles sorties, les mineurs devaient subir de nouveau un isolement personnel, soit dans leur famille d'origine ou dans l'établissement où ils étaient placés. Donc, une fois que les mineurs avaient passé leur temps en isolement de 5 jours, à part les sorties et les visites de leur vie quotidienne, pour eux, pas beaucoup n'avait changé en fait pendant le temps de confinement. Merci beaucoup, Madame Hatt. Monsieur Gebler. Oui, alors, dans l'intérieur la principale difficulté pour les mineurs qui étaient incarcérés, c'était la cessation des visites. Et ça a été très, très difficile à vivre pour un certain nombre d'entre eux, puisque certains mineurs recevaient quand même beaucoup de visites de leur famille. Les activités également la plupart des activités ont été suspendues. C'est-à-dire que l'école, lorsque les instituteurs qui venaient donc, de l'extérieur ont cessé de venir, et seuls beaucoup de choses ont reposé finalement sur les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont continué, eux, à être présents au sein de la détention. Donc, voilà, on a essayé, en tout cas, bon, ils étaient un peu moins, les jeunes étant moins nombreux que d'habitude, je dirais que ça permettait un peu plus de disponibilité des professionnels. Je crois que les surveillants de maisons d'arrêt ont également été très, très vigilants et très, très présents, même si eux-mêmes étaient parfois en sous-effectif. Mais ça a été, voilà, de ce point de vue-là, ça a été un peu difficile. En même temps, les retours qu'on a des établissements pénitentiaires pour mineurs montrent qu'ils l'ont peut-être… c'est assez étonnant, c'est un surveillant qui me disait que
finalement, comme tout le monde était confiné, dedans et dehors, ils avaient moins l'impression d'être soumis à un régime différent du reste de la population. Et je trouvais ça intéressant comme remarque. Et ça a aussi contribué à un certain apaisement. Ça a été une période qui était plutôt apaisée dans les maisons d'arrêt, étonnamment. Même si voilà, ils ne pouvaient pas bénéficier de toutes les activités habituelles, parce que quelque part, bah, tout le monde était confiné, eux aussi, et ils devenaient un peu des jeunes comme les autres. Merci beaucoup, M. Gebler. M. Mondieu? OK. Par rapport au respect des droits des enfants pendant la détention, pendant la pandémie, toutes les mesures adéquates étaient prises. Il y avait d'abord l'interdiction des visites. Donc, on avait instruit le responsable du quartier spécial des enfants de ne plus admettre beaucoup de visites au lieu de détention des enfants, et qu'à l'intérieur, là-bas, il y avait les mesures d'hygiène, aussi également le distancement social entre eux. On devait les distancer. Et ça semblait, ce sont les mesures qui étaient prises pour garantir, n'est-ce pas, le bien-être des enfants pendant cette période. Et quant aux catégories non libérées, je l'avais dit déjà en amont, c'était plus pour un certain nombre de manquements ou infractions qui étaient jugés un peu graves, notamment, je citerai brièvement les cas de viol, quelques cas de meurtre ou blessures aggravées. Sinon, pour le reste, c'est comme je l'ai dit, ils étaient mis dans les centres. Et voilà un peu, c'est ça, ma réponse, c'est ça. Merci beaucoup, M. Mondieu. Madame Serguin? Oui, d'accord. Donc, selon les statistiques que j'ai déjà citées, les mineurs, des mineurs que j'ai déjà cités et qui sont de nos jours détenus, et dont les faits sont qualifiés de crimes ou de délits les plus graves, ou que les tuteurs légaux ne sont pas habilités à les recevoir, ou bien lorsqu'on n'y retrouve pas leur famille. Et ce n'est rien qu'à 1% des mineurs qui sont détenus pour les délits. Toutefois, il a fallu maintenir des droits, à savoir le maintien du contact avec leur famille via le téléphone, c'était à tour de rôle, ou bien Skype des fois, et la continuation de la stérilisation de ces endroits, ainsi qu'un suivi médical permanent, et puis la continuité de la formation et la réinsertion de ces enfants détenus, à savoir l'accomplissement de leurs études à distance aussi, ou bien parce qu'il y a un staff spécialisé en la matière dans les lieux. Et merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons, je pense que le temps est relativement bon, mais nous devons faire très attention. Vous avez été très précis jusqu'à présent. Nous allons procéder à la dernière question. Et puis, après cette question qui va nous prendre 10-12 minutes, on va ouvrir aussi pour les participants pour qu'ils puissent poser des questions en ligne. Et puis, nous sommes en train de regrouper leurs questions également. Et la pandémie du COVID-19 nous a poussé à l'inconnu et de nombreux pays apprennent par la pratique. Il n'y a pas un chemin établi, nous devons apprendre en faisant. Cela a été certainement difficile en termes de ressources humaines, spécialisées en termes de services. La question est comment pouvons-nous faire en sorte qu'après la fin de la pandémie, nous ne perdions pas le progrès qui a été réalisé jusqu'à présent en termes de traitement, libération des enfants, mais aussi d'autres alternatives où que les enfants se trouvent. Si on peut commencer avec Madame Hatt. Oui, je pense que de nombreux acteurs clés comme les procureurs et les policiers ont compris au cours de cette pandémie qu'une détention n'est pas toujours nécessaire pour enquêter sur l'affaire. Cette expérience les aidera probablement à accepter le fait que la détention devrait être vraiment utilisée comme une mesure de tout dernier recours. Cela est certainement un grand avantage de cette expérience. Mais d'après les feedbacks que j'ai reçus de différentes personnes involvées, je peux dire que
cette pandémie a apporté beaucoup de bonnes expériences qui, moi, je crois, vont probablement continuer. Par exemple, ce qui concerne le contact des mineurs avec des fonctionnaires, comme leurs conseillers juridiques, personnes de ressources, en mentor ou en juge. Parce que pendant le temps de confinement, ces contacts ont aussi été en Suisse établis par vidéoconférence et appels téléphoniques. Et l'expérience a montré que le contact de cette manière était beaucoup plus vite et effectif que si les mineurs devaient attendre jusqu'à ce que les personnes respectives leur donnent l'occasion pour un rendez-vous personnel. Donc, avec ça, les procédures ont été plus vite. Il s'agit donc d'un aspect positif de cette nouvelle façon de communiquer. En établissement d'éducation, on m'a raconté que la pandémie les a forcés à remettre en question leur système qu'ils avaient utilisé jusqu'à ce temps-là. Ils ont tenté d'étendre la participation des jeunes en leur permettant de faire des suggestions sur la façon de leur séjour dans l'établissement, comment il devrait être organisé. Par exemple, en ce qui concerne l'utilisation des téléphones mobiles, des activités, des visites, etc. Les mineurs ont aussi été motivés à regarder les nouvelles et à suivre les décisions que prenait le gouvernement. Et ensuite, dans le groupe, on discutait les décisions et on discutait si c'était raisonnable ou ce que ça voulait dire pour les mineurs et pourquoi on avait pris ces décisions. Et comme nous le savons tous, l'information est essentielle pour pouvoir participer à la prise de décision. C'est pourquoi je suis convaincue que l'expérience de la pandémie de COVID-19 dans cette institution a apporté un grand changement au droit de participation de leurs mineurs. Et donc, je suis aussi sûre que différentes expériences similaires qui ont été faites dans beaucoup d'autres institutions, grâce au fait que tout le monde a dû faire face au fait que rien n'est comme avant, vont rester et vont améliorer les systèmes. Merci, Madame Hatt. Monsieur Gebler, vous avez déjà soulevé sur la pérennisation quelques points. À vous. Oui, après, c'est vrai que ces périodes-là remettent en cause un certain nombre de choses. Et bon, notamment, on a vu au niveau des politiques pénales des parquets à l'égard des mineurs. Un des effets induits finalement de cette période, c'est qu'on a été amené donc avec les procureurs dans certaines juridictions à pouvoir repenser un peu cette politique pénale et de pouvoir regarder, si vous voulez, au cas par cas, est-ce que toutes les affaires pour lesquelles les mineurs sont poursuivis et pouvant conduire à l'incarcération le justifient forcément? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à envisager? Donc, certains parquets se sont montrés ouverts, en tout cas, à cette réflexion, d'autres moins. C'est vrai que ça dépend aussi des juridictions. Mais ce qu'espère, en tout cas, ce que nous, on souhaite en tant qu'association des magistrats de la jeunesse, c'est qu'il puisse y avoir désormais davantage un double regard, finalement, des juges du siège et des juges du parquet sur cette politique pénale. Voilà, c'est en tout cas un des points qu'on espère voir évoluer après la pandémie. Maintenant, voilà, où chacun reprendra ses habitudes, remettra ses pantoufles, ou bien chacun essaiera de voir les choses autrement. On espère en tout cas qu'il y a quelques progrès qui pourront être constatés autour de cette question des politiques pénales. Merci, Monsieur Gebler. Et Monsieur Mondieu, beaucoup d'actions rapides en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce que vous garderiez en termes de changement? Merci. Nous avons estimé que s'il faut tirer les leçons de la pandémie, il faut d'abord maintenir les mesures d'hygiène dans ces milieux-là. Mais qu'en outre, si on peut d'abord, sinon, mettre plus l'accent sur la médiation. La médiation éviterait que les enfants
qui commettent les infractions ou les manquements puissent aller en détention. Donc, si la médiation est renforcée, c'est capital. Mais également, il faut ajouter, nous avons estimé et nous avons même pratiqué cela, on a créé un corps des agents protecteurs des enfants. Ces agents nous ont aidés à chaque fois à aller dans différentes maisons de détention, des cachots où sont gardés les enfants et de les amener vite au tribunal et qu'à notre tour, on prenait les mesures qui alternaient à la détention. Donc, voilà un peu, si je peux parler d'une projection. Et je n'ai pas oublié, même aussi un lien avec les corps médicaux. Les corps médicaux ne fréquentent pas trop les lieux de détention des enfants. Alors, en créant un lien entre d'autres maladies. Voilà un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Mondiaux. Important de soulever le rôle, en effet, du personnel médical, des structures médicales. Madame Serghini, Oui. votre perspective du Maroc? Oui. C'est que durant cette pandémie, l'État marocain, ainsi que tout autre État, ont pris plusieurs mesures appropriées afin d'empêcher de nouvelles détentions d'enfants mineurs, suite à la libération de la quasi-majorité des détenus mineurs, commençant par le dépistage et les mesures de sécurité conformes au protocole de santé publique publié par l'OMS. Mais toutefois, l'utilisation de ces alternatives à la détention à long terme est fortement souhaitable, en sorte qu'après la pandémie, nous ne perdions pas le progrès réalisé en termes de libération de ces enfants. Et c'est pour cela que le Maroc est en train d'élaborer un projet de loi portant sur les moyens et le bon déroulement des audiences à distance. Et merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à des questions plus ouvertes. Désolé, par moment, je dois regarder à côté parce qu'on doit regrouper les questions et nous voulons que ça soit en prenant en compte les grandes lignes posées par les participants. Donc, nous avons à peu près 20 minutes. Et puis, désolé si ceci n'est pas parfait et que nous ne prenons pas en compte toutes les questions, mais nous allons essayer de faire du mieux. Nous allons commencer avec une question pour les quatre panélistes sur qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le suivi des enfants, la réunification et la réintégration. Et il y a des questions sur le rejet possible des enfants quand ils rentrent chez eux, ils ne sont pas acceptés en famille ou dans la communauté. De manière large, je crois que cette question peut s'appliquer à vous quatre. Quelles pourraient être vos suggestions à ce propos? Merci. Madame Serghini, peut-être que vous pouvez commencer. Et puis Oui. Donc, afin de répondre à cette question, c'est que et durant cette pandémie, les enfants ont eu recours, on les a placés dans leur foyer, leur petite famille. Et comme réinsertion, à mon égard, c'est qu'il n'y a pas eu de réinsertion, sauf que c'est que placés dans leur foyer, c'est là où ils vont être réintégrés. Et pour des mesures de sécurité, on a pris des mesures de sécurité, c'est que les parents ayant fait un test de non-contamination. Et ce mineur-là, auprès de ses parents, auprès de ses frères et sœurs, il sera mieux protégé et mieux protégé, et surtout sa psychologie et son état d'âme. Merci beaucoup. Monsieur Mondiaux, sur la question du suivi des enfants, réintégration. Oui, à ce propos, dans la pratique, dans notre législation, lorsque nous prenons la mesure, l'ordonnance elle-même enjoint à l'assistance sociale de faire le suivi. Donc, il doit faire le suivi de l'enfant dans la famille et dans sa famille, et il fait tout pour le réunifier, selon que l'enfant, son comportement peut-être était
moins catholique et l'assistant social, dans son quotidien, il y fait le suivi et il lui rend compte. Il nous rend compte d'un rapport comportemental de cet enfant. Sinon, dans l'ensemble, jusque-là, parce que les enfants, ils sont acceptés pour cela que nous avons pu mettre à leur famille et la réunification se fait sans beaucoup d'accrocs. Merci beaucoup, Monsieur Mondio. Monsieur Gebler? Oui, alors une des difficultés à laquelle on s'est heurté, mais comme partout, j'imagine, très vite, hein, c'est que tous les services qui suivent les enfants à partir soit du domicile parental, soit à partir des foyers, ne se sont plus rendus. Ils se sont plus rendus dans les familles pendant tous les premiers temps de la pandémie. Et ça a été une vraie inquiétude quand même pour nous, hein, les juges des enfants. Il y a eu vraiment, je pense, de la part de tous les travailleurs sociaux, un réflexe, hein, de mise en retrait. Donc, ça valait aussi bien pour les jeunes délinquants que pour les jeunes en protection de l'enfance, puisque vous savez qu'en France, le juge des enfants donc, traite des deux types de situations. Donc, ça veut dire que des enfants qui étaient considérés comme en danger dans leur famille, ou en tout cas en grosse difficulté, donc, ne recevaient plus physiquement la visite des travailleurs sociaux. Bon, rapidement, on s'est aperçu là encore que les services sociaux, éducatifs, qui travaillent pour le ministère de la Justice, qui travaillent pour les collectivités territoriales, donc ont déployé également, en revanche, d'autres moyens d'intervenir. Et là encore, on y revient toujours, hein, mais bon, c'est un des intérêts de cette période, avec un développement considérable donc, de tous les outils de communication électronique, par Skype. Et donc, ils ont organisé des entretiens avec les enfants, avec les parents, par Skype, par visio, etc. Et ils ont appelé également très régulièrement les parents, les enfants, et finalement, pour un certain nombre d'entre eux, ils étaient presque plus présents auprès des familles sans être en présence physique qu'auparavant, où ils n'avaient pas toujours beaucoup de temps d'aller leur rendre visite. Finalement, on s'est aperçu que le temps de contact a parfois été plus important, souvent plus important dans cette période de pandémie qu'auparavant. Ils ont découvert également que c'était une autre façon de travailler qui pouvait être intéressante, hein, pour des services sociaux qui sont souvent un peu débordés, qui disent je n'ai pas vu la famille depuis un mois et demi parce que ils habitent loin, il faut aller les voir, et puis une fois sur deux, ils ne sont pas là. Donc, ça leur a donné aussi d'autres idées sur des façons différentes, alors de pouvoir travailler avec ces familles. Ça, je trouve que c'était quelque chose finalement d'intéressant. Alors, bien entendu, ça a ses limites, hein, le fait de ne pas se rendre dans les familles, de ne pas se rendre sur place, ça a ses limites parce que forcément, les parents ou les enfants qui n'ont vraiment pas, eux, pour le coup, envie de voir leurs éducateurs ont plus de facilité pour se cacher et pour les éviter. Et puis, dans les foyers, il y a eu, je crois qu'à l'intérieur des foyers, pour le coup, le personnel était quand même grandement présent. 80% des personnels des foyers étaient présents pendant la période de pandémie. Et là aussi, beaucoup disent qu'ils ont découvert d'autres façons de travailler avec les jeunes. Déjà, les jeunes, les fugues ont été très, très limitées. Peut-être que ça n'avait plus grand intérêt pour les jeunes d'aller fuguer, vu que il n'y avait plus de cannabis à trouver dehors, les boîtes de nuit étaient fermées, les bars étaient fermés. Donc finalement, on a une sorte de regroupement comme ça, de resserrement à l'intérieur des établissements éducatifs qui ont permis de nouer parfois des relations, des relations plus confiantes entre les équipes éducatives et les jeunes. Et ça, c'est aussi un des apports peut-être de cette période si particulière. Merci beaucoup, Monsieur Gebler. Madame Hart, même si la Suisse n'a pas libéré des enfants en tant que tel, mais aussi vos idées sur ce qui devrait être fait dans le suivi et réintégration des enfants. Le
je pense que la situation est assez similaire à celle de la France que M. Gebler vient de décrire. Si un enfant a commis un crime, a été repris de la rue et on voit qu'il n'y avait pas de possibilité de le réintégrer à la famille, dans la famille, il fallait chercher des alternatives, trouver un foyer où il a pu être placé. Et là, c'est vrai qu'il y avait des problèmes parce que certains foyers, comme j'ai dit avant, ne prenaient pas de nouveaux clients pendant le temps le confinement. Mais dans des cas pareils, les travailleurs sociaux du procureur des mineurs et nous aussi, on travaillait, on rencontrait les enfants en gardant la distance sociale qui était demandée par le gouvernement, mais on restait à ce point. Et c'est la même chose que les contacts après dans les familles avec les enfants, on les faisait par conférence vidéo, si possible. Je pense qu'avec ce système, quand même, on pouvait garder le contact avec les enfants. Merci beaucoup, Madame Hatt. On va poser deux autres questions d'un seul coup, si vous me permettez. La première, c'est une question principalement pour le Maroc et la France. C'est est-ce que vous avez fait face à des défis légaux pour l'utilisation des technologies pour les audiences ou est-ce que la loi déjà permettait cela pour les enfants? Donc ça c'est une première question. Quelques défis liés à la technologie et comment ceci peut ou non conduire à des défis légaux. Et la deuxième question, ce serait comment gérer la situation des victimes des actes commis par des enfants. Comment ceci est présenté soit à l'opinion publique ou aux victimes elles-mêmes. Donc, je vous laisse un peu la liberté de choisir là où vous vous sentez le plus à l'aise pour y répondre. On peut commencer peut-être avec Madame Serguin. Oui. C'est que vu que nous sommes dans un des cas de force majeure et nous sommes face à une crise sanitaire internationale qui est la pandémie Covid-19, donc la nécessité de prendre de prises de décisions ont été rapidement faites suite à cette crise sanitaire afin de lutter contre cette pandémie. Donc, on était amené à prendre la décision d'avoir des audiences à distance et bien avant qu'il y ait une loi. Donc, ça reste toujours en cours, mais vu vu que c'est une force majeure, donc la rapidité, nous devions agir. C'est-à-dire que nous devions agir en sorte qu'il y ait une réponse ou qu'il y ait une solution. Voilà. Donc, nous étions amenés à avoir des audiences à distance via la visioconférence. Et aussi, les mineurs utilisent Skype pour voir leurs parents, puisqu'il n'y a pas de visite. Pour le moment, il n'y a plus de visite. Et pour le téléphone aussi au sein des centres, ils leur permettent d'avoir des appels téléphoniques avec leur famille à tour de rôle. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Madame Hatt? Je pensais que vous vouliez demander à la France, c'est pour ça que je n'étais pas prête. La question, vous pouvez encore vite dire sur quoi vous voulez une réponse, pardon. Vous pouvez répéter la question, pardon. Je peux répondre Oui, bon, Monsieur Gebler, vous pouvez continuer. Mais en fait, il y avait deux questions. L'une, c'était sur l'utilisation des technologies et puis comment ceci est-ce que c'est un défi légal, est-ce que ceci est possible. Et la deuxième, c'est vraiment la question des victimes
les enfants ont pu commettre des crimes qui ont affecté des êtres humains, et puis comment on gère le point de vue de la victime et aussi de manière indirecte l'opinion publique qui peut réagir de manière assez hostile, si on peut le dire. Oui. Alors, Pardon. Pour l'utilisation des technologies, la loi prévoit déjà certaines possibilités aussi de procès par audio télécommunication. Donc ça, je dirais du point de vue de la loi, ce n'était pas de problème. Et en plus, c'était vraiment une situation exceptionnelle, comme la collègue Dubravka a dit, il fallait trouver des solutions. Donc ça, plutôt c'était des problèmes de réseau Internet qui n'étaient pas suffisants peut-être, qu'il fallait avoir des laptops pour être capable à utiliser les possibilités. Mais peut-être que ça a pris au début un certain temps à commencer, mais après, ça a été bien installé dans les différentes institutions et dans les points de vue juridiques. Donc, ça, c'est en fait pas un compromis. J'étais étonnée comme les possibilités financières ont été activées. Donc, tout d'un coup, il y avait de l'argent pour acheter des laptops et des choses pareilles. Ça, c'était pas de problème. Au point de vue des victimes, on cherchait des solutions comme dans les situations normales. Donc, les victimes ont aussi été pris en charge par la police. Disons, on cherchait des solutions s'il fallait placer dans une maison de sûreté ou de sécurité. Donc là, si c'était vraiment des cas graves, il fallait trouver des solutions comme si c'était une situation normale. Monsieur Gebler? Oui, alors, ordonnance du 25 mars 2020 a étendu en France la possibilité du recours à la visioconférence pour les mineurs, pour le jugement. Donc, c'est un texte spécial qui l'a permis. Et comme je vous disais tout à l'heure, se pose aujourd'hui la question de la pérennisation ou pas de ce texte, puisqu'auparavant, on ne pouvait pas le faire. S'agissant des victimes, toutes les décisions de remettre des mineurs en liberté ont été prises au cas par cas. Je lisais dans les questions des participants, là, une personne demandait à un moment s'il y avait eu une loi d'amnistie générale ou non. Il n'y a eu aucune loi d'amnistie en France. Les décisions ont été prises par l'autorité judiciaire, par les magistrats du siège, au cas par cas, que ce soit des mineurs avant jugement ou des mineurs qui étaient déjà jugés. Et parmi, évidemment, les critères pour décider de remettre un mineur en liberté, il y avait celui de la victime, ce qui n'était pas envisageable de remettre en liberté des mineurs dont on craignait une récidive immédiate, voire des représailles à l'égard des victimes. Les mineurs criminels n'ont pas été remis en liberté en France. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de mineurs remis en liberté finalement a été relativement limité, et donc parmi eux, ce sont des jeunes qui de toute façon, la plupart d'entre eux seraient sortis assez vite, quelques mois plus tard. Merci beaucoup, Monsieur Gebler. Merci beaucoup. Monsieur Mondiaux, même peut-être pour faire un peu plus le suivi sur la question des victimes, l'opinion publique aussi. Nous savons à travers le monde qu'il y a eu des cas où la libération des enfants a suscité beaucoup de réactions de l'opinion publique, pas seulement pour les enfants. Et puis, bien que nous voulons le meilleur pour les enfants, leur intérêt supérieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de quand les enfants sont peut-être leur libération est perçue de manière assez contestée par l'opinion publique, mais aussi les victimes de leurs crimes? Merci. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, un souhait aurait été peut-être, je ne sais pas trouver quel mécanisme, comment désintéresser ces victimes, même symboliquement. Je pense que ça peut faire quelque chose. Et puis, ça peut faire renaître ce qu'on appelle la justice.
Si on fait les choses telles que nous les faisons pour l'intérêt des enfants. Mais les victimes ont comme l'impression qu'il n'y a pas de justice. On n'est pas au milieu du village. Donc, si jamais il peut y avoir un mécanisme, je ne sais pas comment le trouver ou comment le partenaire, et ça peut être quand même une fois des solutions. Et surtout, ce serait une façon de mettre fin à cette procédure pour que l'enfant, même à la fin de la pandémie, on ne revient plus à la procédure. Et il sera au moins abstrait de cette, passez-moi le terme, atrocité de la justice. Voilà un peu ma petite pensée là-dessus. Vous avez suivi? Nous avons une dernière question, c'est sur quel pourrait être le rôle de la société civile aussi dans la libération, le suivi des enfants. On met, comme on l'a dit au tout début, on a des attentes très fortes des procureurs, de la police, de l'appareil judiciaire, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup à faire en dehors de ces interventions. Quel pourrait être le rôle de la société civile et d'autres organisations pour soutenir les actions de la justice pour les enfants? On peut commencer avec Madame Hatt, si ça vous convient. Laissez-moi encore un moment pour y réfléchir, parce que, oui. Madame Salvini, peut-être quelques idées sur le rôle de la société civile et d'autres acteurs en soutien à la justice pour l'enfant? Oui, oui, bien sûr. C'est que la libération des mineurs a été prise automatiquement suite au début du confinement, c'est-à-dire au début de la pandémie qui a été répandue ici au Maroc. Des décisions ont été prises. Premièrement, il y a eu la grâce royale de 93 personnes. C'était au préalable, donc c'était en amont. Et puis, il y a eu recours à des circulaires, que ce soit de monsieur le délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ou de monsieur le président, ou de monsieur le président du parquet, ici au Maroc. Donc, il y avait au préalable ces circulaires, la grâce royale, comme j'ai dit, la grâce royale, et puis les circulaires où le tribunal ou bien les tribunaux de tout le royaume ont, comment dirais-je, ont accédé et ont incité au relâchement des mineurs. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des changements de mesures systématiques. Et ceci n'empêche que les associations peuvent aussi demander la libération des enfants. Sauf que jusqu'à maintenant même, on n'a enregistré aucun cas, puisque c'était automatiquement fait. Donc, je crois que les associations n'auront pas recours à faire des demandes là-dessus. Parce que, comme j'ai déjà précisé, c'est que 1% des délits, des délits les plus graves, non pas les délits c'est-à-dire l'emprisonnement qui dépasse les 2 ans d'emprisonnement, dont la peine dépasse les 2 ans d'emprisonnement, c'est 1% des mineurs qui sont maintenant détenus. Et les autres, la quasi-majorité a été libérée. D'accord, bien compris. Monsieur Boussiou, quelques recommandations sur le rôle de la société civile? Et on ne peut pas vous écouter. C'est en mute. OK. Voilà, c'est bon. Voilà. Je disais que la société civile doit s'impliquer dans son rôle de sensibilisation, par exemple. Il doit aider aussi à vulgariser, en ce qui concerne mon pays, cette loi pour la protection des enfants. Et au même moment, elle devrait faire un plaidoyer auprès du pouvoir public parce que, vous savez, même les mesures que nous prenons, même la réunification, même l'utilisation des enfants et des parents travailleurs sociaux, et il y a un problème réel de moyens. C'est jamais manque de moyens de mobilité. Moi, je pense que c'est un plaidoyer qui peut aussi faire
pourquoi pas concomitamment avec les partenaires UNICEF et autres auprès de l'autorité, afin que les moyens suivent pour nous permettre de matérialiser de bonnes idées, afin de bien garantir les droits de nos enfants. Voilà un peu. Vous m'avez suivi? Pardon, oui, très bien. Merci. Et Monsieur Gebler, Madame Hatt, si vous avez quelque chose à ajouter brièvement. Sur la société civile, dans les maisons d'arrêt, la société civile est déjà présente par des associations de bénévoles qui viennent visiter les jeunes en maison d'arrêt, qui viennent donner des cours, leur apporter un soutien moral. Donc, on a déjà une présence de la société civile dans les maisons d'arrêt. Après, en dehors de la maison, des lieux de détention, bien sûr que la société civile a un rôle important à jouer. Je pense notamment à tout ce qui est des collectivités locales pour le développement des peines alternatives à la prison, le travail d'intérêt général, par exemple. On a besoin de s'appuyer sur la société civile pour la mise en œuvre des mesures de travail d'intérêt général, pour les mesures de réparation pénale, par exemple, qu'on met en œuvre. Ce sont des mesures qui se mettent en œuvre avec le concours de la société civile, c'est-à-dire chez nous, soit des associations, soit des collectivités, les collectivités territoriales, les mairies, par exemple. Donc, voilà, Oui. l'idée, quand même, c'est que ce qu'on souhaite, notre association, en tout cas, c'est que la question de la délinquance des mineurs ne soit pas que l'affaire de la justice. Exactement. Ce sont nos enfants à tous, et qu'il nous appartient à tous d'essayer d'apporter notre pierre pour trouver des solutions. Mais on ne peut pas se reposer uniquement sur la justice pour apporter des réponses satisfaisantes. Très bien, merci Monsieur Gebler. Madame Hatt. Oui, j'hésitais à répondre avant parce que j'ai l'impression que pour la société civile, la situation n'a pas beaucoup changé maintenant pendant ce temps exceptionnel dans les cas où il n'y a pas eu beaucoup de restreints pour les enfants ou d'autres solutions. C'est pour ça que j'hésitais à répondre. Je pense aussi que le problème n'a pas été aussi grave parce que, comme on l'a dit différentes fois, si les enfants sont à la maison, la société civile n'a pas beaucoup pu faire. Certainement, ce qu'il n'y avait pas pendant ce temps, c'était que les enfants n'avaient pas de possibilité de faire, par exemple, des prestations personnelles. Donc, les sanctions qu'on donnait dans les jugements étaient suspendues jusqu'à ce que le temps change. Et ça va maintenant commencer à s'ouvrir. Et là, naturellement, mais je ne peux pas dire que la société civile aurait dû changer quelque chose. Comme on avait l'ordre de rester à la maison, de garder les distances, ils n'auraient pas pu réagir différemment. Bien compris, merci beaucoup. Donc, il me reste à remercier Madame Hatt, Madame Serghini, Monsieur Mondio, Monsieur Gebler. Et puis, ça a été vraiment fascinant de vous écouter. Et je voudrais maintenant passer la parole à mon collègue Andrew Brooks, le conseiller régional de protection de l'enfance pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basé à Dakar. Andy. OK. Merci, Javier. Est-ce que tu m'entends? Très bien. OK, très bien. Bon, très difficile de tirer d'une discussion aussi riche des observations finales ou essentielles, mais vraiment, je remercie aussi les panélistes estimés pour cette discussion très intéressante. Ce qui est sûr de la perspective de quelqu'un qui est engagé avec la protection de l'enfance, c'est que la pandémie a rendu plus visible des populations d'enfants qui malheureusement ont été beaucoup négligées et trop invisibles dans le passé, y compris cette population des enfants en détention, mais je parle aussi bien des enfants dans les institutions, dans les orphelinats, les enfants de la rue, etc. Donc, pendant la discussion, j'ai écouté vraiment comment cette adaptation qui a été faite, qui a été forcée à cause de la pandémie, donne l'opportunité de recadrer notre travail, de revoir des choses, de réimaginer comment on pourrait faire les choses à l'avenir. On a noté qu'à cause de
mesures de confinement, il y a une chute de taux de délinquance dans la plupart des pays, couplée par une accélération et intensification des mesures de libérer les enfants. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'on a vu. J'ai beaucoup apprécié aussi, pas en parenthèse, mais à côté, la perspective des victimes et comment en même temps gérer le bien-être des enfants qui ont commis les crimes à côté des victimes et comment les deux côtés ont été pris en considération, comment lier un plaidoyer pour la libération des enfants et les mesures de l'État pour libérer ces enfants avec une responsabilité que ces enfants-là devraient être bien pris en charge à leur libération. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, de diminuer la population en détention, c'est aussi une question de prise en charge immédiate et de suivre ensuite. Mais plus que tout, ce que j'ai senti vraiment dans la discussion, c'est une capacité des acteurs de justice d'avoir la flexibilité, d'avoir une capacité d'adapter. J'ai bien aimé le mot de monsieur Guébier, la souplesse. Et c'est cette souplesse que je trouve vraiment intéressant dans la perspective de comment on peut aller à l'avant. Donc, il y a 2-3 choses qui m'ont frappé particulièrement dans la discussion. Le premier, et c'était un peu la note à la fin aussi, c'était comment le contexte de la pandémie a facilité, peut-être forcé au début, mais facilité, et j'espère à l'avenir, ça sera plutôt la facilitation, la collaboration entre les acteurs de justice classiques et les autres. Et je reprends surtout l'exemple de la Démocratique République du Congo, où il y a eu ce réflexe d'aller à la recherche des familles de ces enfants-là, qui ont été détenus depuis un moment, d'activement chercher les enfants, les familles de ces enfants, pour qu'une réunification, mais pas seulement une réunification, une réintégration de ces enfants-là pourrait être faite. Ça, c'est quelque chose de très important. Et j'espère que le réflexe ensuite, c'est pas qu'on va attendre la prochaine pandémie pour renforcer ce lien entre les acteurs de justice et les acteurs des assistants sociaux, mais ça deviendra un réflexe dans la vie quotidienne du travail qu'on fait. Ça, c'est quelque chose de très important, la société civile, le rôle de médiation, comment on voit le soft role, l'importance de relations aussi, et je reviens là-dessus. Donc ça, c'est une chose, je pense, qui m'a beaucoup frappé. Bien sûr, l'autre, c'est toute la question des audiences à distance, la technologie. Et là, encore une fois, j'avais cette image dans ma tête comme M. Gébier a parlé des enfants qui ont été détenus peut-être trop longtemps à cause des problèmes logistiques ou le fait qu'ils ont été détenus quelque part un peu loin du tribunal et comment ça pourrait réduire, ça peut prolonger le temps qu'ils passent en détention. Pendant que, avec l'audience, avec le vidéoconference et tout ça, on voit une efficience, hein? On voit une efficience, mais quel est le trade-off? Parce qu'il a parlé aussi de relations directes, physiques entre le juge et l'enfant, que ça soit important aussi. Mais de l'autre côté, on a entendu une autre perspective et ça, je peux bien imaginer, les familles qui visitent leurs enfants dans les tensions, le milieu, le temps qui presse. Et pendant que quand ils ont facilité le contact à travers la vidéoconférence, en fait, la nature, le contenu de cette contact a amélioré. Donc, je pense que ces questions-là sont vraiment, ils sont pas noirs et blancs. Hein. Il y a des nuances, c'est très nuancé. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ces expériences-là? D'imaginer peut-être par rapport à l'enfant, hein, par rapport au contexte, comment s'adapter notre pratique pour qu'on puisse vraiment travailler dans le meilleur intérêt, l'intérêt supérieur des enfants. On n'a pas trop parlé de ça, mais je pensais aussi pendant que la discussion sur la technologie de comment l'utilisation de la technologie pourrait aussi améliorer l'accès à la justice et l'accès à l'information. Pour le public aussi, hein, pour les citoyens, pour que ce monde juridique n'est pas perçu comme un truc fermé, privilégié, difficile à accéder, mais plutôt quelque chose pour tout le monde, en fait. Et c'était toujours l'idée.
Et ça change d'un pays à un autre, hein, mais il y a certains pays où cette justice est très difficile à atteindre, très difficile à comprendre. Donc, il y a des opportunités là-dessus aussi. J'ai vu dans le chat, et c'est important, hein, que la France et la Suisse n'est pas forcément le même contexte que les RDC ou d'autres pays dans la région où je travaille, l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, le rôle de la technologie, comment, dans un contexte où la connectivité est minimale, dans certains contextes, surtout dans les zones rurales, comment quand même construire sur certains principes que la technologie emmène, mais aussi s'adapter au contexte. Et comment peut-être pour les agences comme nous, hein, les Nations Unies, devraient peut-être reconsidérer notre façon d'investir aussi dans le système de justice. Parce qu'il y a peut-être d'autres moyens que la pandémie nous a appris serait intéressant pour notre investissement, pour qu'on puisse avoir une justice qui va un peu plus à l'échelle, qui pourrait être un peu plus efficient, etc. Peut-être finalement, une dernière chose, c'est le degré, comment les alternatives à la détention ont été trouvées. Ça, c'était vraiment quelque chose de très impressionnant dans toutes les présentations de tous les pays. On a vu le rôle des centres sociaux. Je pense que ça, c'était mentionné. Madame Hart, à la fin, j'ai bien aimé votre phrase, hein, que la détention devrait être une mesure de dernier recours. Et peut-être c'est pas comme ça. Hein. Ça n'a pas été toujours comme ça. Des fois, ça a été une mesure de premier recours au lieu de dernier recours. Et si la pandémie pourrait nous emmener à quelque chose dans ce sens-là, d'être plus créatif, plus imaginatif, mais avant tout, mettre plus à l'avant l'intérêt supérieur de l'enfant, ça peut être une bonne chose. Donc, je pense qu'avec ces observations finales, j'ai juste deux, trois points pratiques. Hein. Comme mentionné au début de webinaire, l'enregistrement de la session ainsi que les réponses aux questions que l'on n'a pas pu adresser vous seront envoyées d'ici peu, même si je pense qu'on a couvert la plupart de ces questions. Il y aura un webinaire aussi demain, et cette question de victimes aussi sera beaucoup plus discutée demain. Donc, nous espérons vous voir demain à la même heure pour la session sur la continuité du système judiciaire pour les enfants et les femmes en temps de pandémie. Nous aimerons aussi remercier encore tous les panélistes d'avoir pris le temps de partager avec nous leurs expériences et leurs expertises. Très divergents, mais quand même, quelque part, moi, je l'ai trouvé très accumulatif aussi, vraiment quelque chose qui sort de cette variété d'expériences. Nous aimerions aussi remercier l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille, avec qui nous co-organisons ces webinaires. Et finalement, bien sûr, les participants un peu invisibles, mais très, très appréciés, nous aimerions vous remercier, vous, le public, pour vos excellentes questions et l'intérêt que vous apportez au sujet. Donc, avec ceci, merci et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.